Bonjour, bonjour. Content de vous recevoir. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un ouvrage que j'ai reçu en juin 2015. L'ouvrage qui va traiter de l'albinisme et de la vie et de l'existence d'une femme pour qui j'ai le plus grand respect. Une femme résiliente, une battante, une combattante, une activiste qui s'est impliquée dans le monde politique pour changer les choses, puisqu'effectivement, si vous avez envie de changer, il faut être au cœur de la cité, au cœur des lieux de décision dans l'univers de la politique ou du mouvement associatif. Elle est présidente de l'association, comment dire encore, Écran Total. Vous me direz, mais qui est cette dame? J'ai nommé Annie Mocteau, une femme belge d'origine camerounaise qui a écrit un ouvrage sur sa vie. Il est vrai que la situation des albinos, des personnes atteintes d'albinisme, n'est pas bien connue à travers le monde. Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de choses qu'on dit, beaucoup de violence, beaucoup d'écrits, beaucoup de malentendus. Beaucoup de choses qui sont liées aux traditions, aux cultures, beaucoup de violence, beaucoup de non-dits, beaucoup de silence, beaucoup de souffrance. Et il est temps. Il est temps d'en parler, il est temps de révéler les choses, il est temps à travers le parcours d'une personne de comprendre effectivement les non-dits, de comprendre la situation de quelqu'un. Et c'est pourquoi les parcours de vie sont extrêmement importants. Ça met la lumière sur une chose et ça éclaire. D'ailleurs, Annie disait une chose, que ses parents n'avaient pas compris effectivement sa vie. Et pourtant, ils vivaient ensemble. Mais c'est grâce ou à cause du livre qu'ils ont compris effectivement. Et donc, du coup, leur enfant renaissait à eux. Donc l'écriture est quelque chose qui révèle, comme une photographie qui révèle une situation. Vous savez, la photographie, c'est ça. La révélation d'une chose et d'une réalité. Donc je vais tenter de vous présenter cet ouvrage qui est un ouvrage de qualité que j'utilise beaucoup dans mes formations, dans ma bibliographie. Elle figure en grande. Cet ouvrage occupe une grande place. Elle est centrale, puisqu'effectivement, quand je parle de l'albinisme, etc., je cite l'ouvrage de Annie Mocteau pour que mes étudiants, pour que ceux qui me suivent, aille chercher cet ouvrage qui est extrêmement important et qui est précis. Donc, comme je vous ai dit, Annie est une femme atteinte d'albinisme et son livre s'intitule Née blanche de parents noirs. Ça a été édité aux éditions à Ciel et je voudrais les remercier puisque ce sont eux qui m'avaient envoyé la première fois cet ouvrage. Donc voici Annie Mocteau. Voici Annie Mocteau. Voilà, que je vais vous présenter son ouvrage avec des textes, des mots, et ainsi vous apprendrez à la connaître, puisqu'effectivement elle mérite d'être connue. Elle s'est beaucoup battue pour la reconnaissance, effectivement, pour la journée dédiée aux personnes atteintes d'albinisme à travers le monde. Donc c'est véritablement une militante qui ne baisse pas les bras et qui étudie aussi, qui donne la main, et à travers son exemple, beaucoup de jeunes s'identifient. Elle n'aime pas être le porte-drapeau, mais forcément elle est un porte-drapeau parce que sa résilience est un enseignement qui procure de la joie. Et je voudrais ici tout simplement vous faire entendre sa voix parce que c'est important d'entendre la voix de Annie lors d'une émission qu'elle avait faite avec une journaliste belge. Bonsoir, installez-vous. Voilà. Alors vous êtes née au Cameroun, vous êtes née de parents noirs, mais vous êtes blanche. Et vous, finalement, vous ne prenez conscience de cette caractéristique que par le regard des autres. Tout à fait. Oui, bonsoir. Effectivement, je suis née blanche de parents noirs. Et ma différence,
Ce sont les autres qui m'ont amené à me rendre compte que j'étais différente. Et ça, vous en prenez via effectivement le regard des autres, vous en prenez conscience très tôt, très jeune. En effet, c'est très jeune. Déjà toute petite, j'étais pointée du doigt par les adultes, les enfants aussi. J'étais pointée du doigt, j'étais stigmatisée. Et comme je le disais, déjà tout enfant, je recevais déjà des petits coups comme ça, me signifiant que je n'étais pas à ma place. Ouais, des petits coups, vous voulez dire, donc c'était à la fois des petits mots, vous racontez qu'on ne vous appelait pas par votre prénom, mais qu'on vous donnait des espèces de colibets ou des insultes pour vous identifier, oui. Mais de la violence physique aussi? Oui, j'ai eu cette violence verbale. Et à côté de la violence verbale, la violence physique. La violence verbale, c'était énormément d'insultes. Mon prénom a été ignoré. Mon prénom Annie a été ignoré et remplacé par plein d'insultes. Et alors, ce que vous racontez aussi, c'est qu'à l'école, les choses vont très mal se passer pour vous parce que vous êtes atteinte de déficience visuelle, mais vous ne vous en rendez pas compte et vous n'en parlez à personne. Oui. Et ça va déterminer en fait toute votre scolarité et aussi la violence que vous allez subir de la part de vos instituteurs. Oui, oui. C'est vrai que cet aspect, la vue, a été assez fondamental finalement, dans le sens où, toute petite, je ne m'étais jamais rendu compte de ce que c'était la malvoyance. Pour moi, je pensais que je voyais comme tout le monde. En gros, je voyais mal, mais comme tout le monde. Et sur ce sujet-là, je n'avais pas eu d'informations ni de la part de mes parents, ni de la part des enseignants. En gros, personne ne m'avait dit ce que j'avais. Personne ne m'avait dit que j'étais malvoyante. Et donc, oui, ça a été finalement grandi dans un flou complet de soi et de soi par rapport au monde. Alors, personne ne vous en a parlé aussi parce que le sujet est complètement tabou en Afrique, mais même au sein de votre propre famille? Oui, ça c'est curieux. Ça c'est curieux. Oui, en Afrique, ça c'est tabou. Mais au sein de ma propre famille, je m'en suis interrogée quand même quelques années plus tard. Mon papa est un intellectuel et ma maman aussi. Donc ce sont des gens qui ont été à l'école. La logique aurait été qu'ils me disent quelque chose. Ça montre à quel point le tabou, c'est assez ancré concernant l'albinisme. Eh bien oui, mes parents ne m'ont pas du tout parlé de ma différence. Ils étaient conscients, mais ils ne m'ont pas du tout parlé de cet aspect des choses. Donc ils ne vous ont pas rejeté? Non. Parce que vous étiez rejeté, ou en tout cas vous subissiez une forme de rejet social. Tout à fait. De manière générale, parce que dans le livre que vous publiez, qui est le témoignage, qui est votre propre témoignage, mais qui a pour but, et on en parlera, d'attirer l'attention sur la situation de l'albinisme et des albinos en Afrique, comment sont-ils considérés? Comment est-ce que les albinos sont vus et considérés en Afrique? Parce que le mot considéré, je dirais, finalement n'a pas sa place pour les personnes atteintes d'albinisme. Pourquoi? Nous n'avons aucune considération. Je qualifie cette situation de personnes atteintes d'albinisme en Afrique comme naître pour ne pas vivre. En gros, on est là sans être là. Oui, c'est vraiment ça. Être là sans ne pas exister. Et c'est-à-dire que vous subissez, outre les violences verbales, les violences physiques, mais aussi des discriminations. On n'a pas... Oui, alors Annie dit des choses vraiment extrêmement puissantes. Dans la 4e de couverture, voici ce qu'elle nous dit. Née blanche de parents noirs, démystifier la différence. Je suis née dans une région où naître blanche de parents noirs est une catastrophe, car la dépigmentation est ténue pour le signe d'une malédiction qui conditionne d'avance votre existence. De la petite enfance, j'ai connu les affres de la stigmatisation et de l'exclusion. Il m'a fallu des années, quasiment toute ma vie, pour me sentir peu à peu libéré de toute appréhension, à même de plomber mon désir de vie. Plus que tout, j'espère que le partage de mon expérience permettra qu'à d'autres soient épargnés des déboires, des désillusions et des quiproquos qui ont gâché mon enfance et mon adolescence, ainsi qu'une partie de ma vie d'adulte. Qu'est-ce que l'albinisme? Quelles en sont les conséquences pour les personnes qui sont atteintes? Les réponses à ces questions et à bien d'autres se trouvent dans ce livre. Je continue. En 2014, l'ONU a consacré le 13 juin, Journée internationale de l'albinisme. Un travail de longue haleine et une mobilisation internationale ont contribué à ce succès.
Annie Mocteau a eu l'honneur de faire partie des initiateurs de ce magnifique projet. Hélas, né des faits dramatiques. Les personnes atteintes d'albinisme en Afrique sont, selon les régions, tuées à la naissance ou bannies de la société. Vous comprendrez en lisant cet ouvrage l'intérêt de l'ONU à intervenir en faveur de la scolarisation des enfants atteints de cette anomalie génétique. Je précise anomalie génétique et ce n'est pas une maladie, la précision est de taille. Annie nous dédie cet ouvrage à ses parents, Joseph et Elodie, qui m'ont aimé au premier regard. C'est très important, c'est pourquoi j'insiste. Quand les parents adhèrent, quand un parent aime son enfant, quel qu'il soit, c'est un don de Dieu. On ne sait pas comment l'enfant va arriver. Personne ne le sait. Bon, maintenant, on a de nouvelles technologies, etc. On a la possibilité d'aller inspecter, de regarder le fœtus, etc. C'est extrêmement important, le regard des parents. À ma fille, Patricia Sabrina, que j'ai aimée au premier regard aussi. La préface, elle nous dit, Joseph Jules Mocteau, mon papa, m'avait fait honneur en acceptant de préfacer mon livre. Il était journaliste et écrivain et je me suis senti privilégié par cet accord. Hélas, il n'a pas eu le temps de m'envoyer son texte. Il s'en était allé. Dans le prologue, Annie Mocteau nous dit ceci. Chers lecteurs, bien qu'on ne se connaisse pas, je vous livre ce récit sans fioriture, dans sa crudité, sur le ton d'une confidence à un ami. Vous voilà prévenu. Mon témoignage est un condensé de colère, de tristesse et de joie. Au gré de mes pérégrinations dans une vie antérieure, cette histoire est ponctuée d'évocations de ma vie actuelle que vous pourriez trouver narcissique. Non, Annie. Mais Narcisse n'est pas mal. Se dire est important. Se dire est une lumière qui va éclairer l'autre. C'est quand on ne comprend pas Narcisse. Le narcissisme, ce n'est pas seulement cette volonté de se mettre en avant, de se dire, mais je me dis pour éclairer les autres. Est-ce du narcissisme? C'est un outil, une pédagogie, une pédéia, comme dira Platon. Sans langue de bois, confiante en la magie de l'écriture, plus qu'en mes potentialités à maîtriser les subtilités de la rhétorique. Je m'escrime à trouver les mots et les tournures propres à vous livrer au fil du tissage maladroit de ces feuilles. Non, il n'y a aucune maladresse. Vous parlez avec votre cœur. Je suis dans une région où naître blanche de parents noirs est une catastrophe, car la dépigmentation est tenue pour le signe d'une malédiction, conditionnant d'avance votre existence. C'est Annie Mocteau qui le dit. Au commencement, en Afrique, la naissance d'un enfant est un événement qui donne libre cours à la liesse de parents comblés. L'accueil du nouveau-né est marqué par des libations et des repas, des youyous. Mais qu'en est-il de moi, ce 13 mars 1980? Lorsque je pointe le nez, le bout de mon nez, je suis toute blanche. Et pourtant bien fille de ma mère et de mon père. Aucun doute. Quelle tête mes parents font-ils en me voyant? Ce n'est pas tous les jours qu'une frimousse couleur ivoire se faufile hors des entrailles des parents noirs. Je me prénomme Annie-Cécile. Mes parents ont-ils fêté ma naissance comme il sied? Sont-ils montrés fiers de moi? Etc., etc. La petite enfance de Annie n'a pas été facile. Insouciance, l'enfance est une année d'insouciance. C'est l'état d'esprit qui résume l'atmosphère dans laquelle je baigne. Elle est adorable, l'indolence dans laquelle je grandis. Je cours dans l'herbe, joue, ris, m'amuse. Ben oui, elle est comme tout le monde. Elle a sa différence, mais elle joue comme tout le monde. Mais pourquoi diantre m'injuriait-il? Parce que subitement, en grandissant, on la met à l'index. Et au lieu de l'appeler par son prénom, on lui donne des colibris, des sobriquets. Mapang. J'ai grandi sous l'injonction de ce mot insultant qui me déniait une identité propre. Oui, on l'a nié. Pas de reconnaissance. Que le monde est méchant.
C'est ainsi qu'ils ont décidé de mon sort et qu'ils ont distordu mon moi. Oui, ce sont les autres. Comme le dit Sartre, l'ancêtre, l'enfer, c'est les autres. Ce sont les autres qui vous condamnent, qui vous figent. C'est pourquoi il faut être extrêmement fort pour résister, exister et se dire. Pourquoi doit-on, comment dire encore, dire ce qu'est l'autre? Pourquoi? Tu le sais peut-être pas. Elle appartient à une race maudite dont tu devrais te méfier. Oui, même quand elle est amie avec d'autres, les parents derrière disent à l'enfant, attention, ce n'est pas une bonne personne. Mais ton enfant est-il meilleur que Anne? C'est terrible. C'est pourquoi, vous savez, les enfants sont des perroquets, comme j'ai l'habitude de le dire. Et quand les parents sont mal éduqués, ne savent pas tenir leur langue, ou quand ils expliquent mal, les enfants reproduisent le schéma. Et ils deviennent méchants. Et dans les cours d'école, un peu partout, l'enfant est le produit de ses parents. Donc c'est aux parents aussi qu'il faut éduquer pour mieux vivre ensemble. Cette mise en garde rallumait la braise qui me dévorait le ventre et que mes premiers sentiments de rejet avaient enflammé. Elle ravivait une douleur que mon lien avec mon ami me permettait d'oublier. L'épisode me plongea dans une tristesse indicible. Ça fait mal qu'on soit rejeté ainsi. Voilà comment des adultes qui auraient pu me protéger se sont évertués à élever des murs autour de moi. Oui, on le met en l'index, et ce sont les adultes qui commencent. Cette tradition, cette mentalité. En revanche, ce que je ne comprenais jamais, c'est que les parents eux-mêmes cautionnent un comportement aussi dévastateur. Encourager leur progéniture revient à permettre que, en grandissant, leurs enfants soient encore plus durs envers les personnes atteintes d'albinisme. Voici venue l'année de l'école. De même que tous les enfants, j'ai hâte d'apprendre à lire et à écrire. Mais je vais vite déchanter. Ce qui m'attend est tout simplement inimaginable. Cela dépasse tellement l'entendement que j'en ai la nausée à l'idée que des milliers d'enfants le vivent encore aujourd'hui. Annie, toute petite, pense déjà à... Elle ne savait pas, elle découvre qu'effectivement que c'était le calvaire. Elle qui voulait... Tous les enfants veulent aller à l'école pour apprendre, mais elle n'aura pas les mêmes outils parce qu'effectivement, il y a la déficience visuelle. Le premier jour d'école se passe si mal que je m'en souviens comme si c'était hier. Le premier contact, j'hésine. Le cauchemar débute lorsque mes camarades font le vide autour de moi, refusant de s'asseoir à mes côtés. Ben oui, quand les parents disent... Mais on trouve cette figure-là aussi quand un petit noir est dans une école française ou occidentale ou blanche, etc. Le seul noir, on dit méfie-toi, etc., etc. On connaît ces figures-là. Mais pensez à la même chose. Pensez à la situation de Annie, mais représentez-vous un petit blanc dans un groupe de noirs, un noir dans un groupe de blancs, etc., etc. Étant petit, comme je dis souvent, nos enfants souffrent beaucoup et nous ne le savons pas. C'est pourquoi il faut qu'on soit toujours à l'écoute pour les préparer à résister et pour exister. On a juste besoin d'être aimé, d'avoir une vie d'enfants heureuse, une scolarité agréable et une insouciance intacte. Oui, l'enfant a besoin de cette insouciance pour vivre. Outre ces rejets, un autre problème de taille va m'empêcher d'avancer et de m'épanouir, ma mauvaise vue. Stupéfaction. Je ne vois rien au tableau. Comment est-ce possible? Je me dis que c'est certainement le cas des autres enfants. Elle pense qu'elle est comme les autres enfants. Elle est enfant, insouciante, elle ne sait pas. La seule chose dont je sois certaine à ce jeune âge, c'est que je ne suis pas aimé, que je ne suis pas à ma place. Et ça me rend triste. Ce qu'on appelle le sentiment d'imposture, je ne suis pas à ma place. Non, Annie, tu es à ta place. Ce sont les autres qui ne comprennent pas. Ceux qui veulent t'exiler, ceux qui veulent te mettre au banc, ceux qui veulent te mettre à l'index, n'ont pas compris ce qu'est la vie. Une vie est constituée de différences. C'est la différence, notre diversité, qui va faire notre unité. Et il faut être extrêmement bon pour le comprendre. L'enseignant qui rassemble des copies vides d'un enfant à plusieurs reprises devrait l'interpeller. Mais non, l'enseignant ne sait même pas, ne se pose pas de questions. C'est aussi
en cela que j'ai dit qu'il faut former les enseignants à la compréhension des enfants atteints d'albinisme, d'expliquer ce qu'est l'albinisme. Parce qu'un enseignant, c'est celui qui comprend la situation d'un enfant pour le tirer vers le haut. Faire de cet handicap non pas un poids qui va l'enfoncer, mais le tirer vers autre chose. Et de trouver effectivement des méthodes alternatives, des outils alternatifs qui vont aider l'enfant à lire, à comprendre, etc. etc. Mais le professeur qui enfonce l'enfant qui a déjà une déficience, ça, c'est indigne d'un enseignant. Et Annie, dans sa scolarité, a longtemps effectivement vécu ce genre de choses-là. On ne parle pas de ça. Voilà dans quoi j'ai grandi. L'albinisme, un silence qui détruit, un tabou qui ne devrait pas en être un. Je vais donc redoubler l'année. Mon amie Josiane, elle réussit. J'étouffe, personne ne le remarque, dit-elle. L'école ne voit rien. Esselée, isolée, tenue en marge des élèves de ma classe, je me renferme, je suffoque. Plus personne ne veut jouer avec moi. Et comme si cela ne suffisait pas, les coups pleuvaient. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans mes enseignements, puisque j'enseigne l'interculturalité en France et à travers le monde, et je dis la violence qu'il y a dans les cours d'école, où je demande aux parents, chaque fois que l'enfant rentre, de se poser, de discuter pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Est-ce que tu as des amis? Comment ça se passe? Etc. etc. Nos enfants souffrent dans les cours d'école. Et partout. Et surtout, quand on est, entre guillemets, comme le dit effectivement ce chanteur de SOS Albinos, le mouton noir. L'autre, le différent. L'enseignant fait pleuvoir une pluie de gifles et de coups. En plus, regardez-moi cette violence qu'elle a vécue, cette jeune femme, Annie. Le sentiment d'imposture, c'est-à-dire que je ne suis pas à ma place. Je suis dernière de la classe. Elle n'a jamais frôlé l'échec, toujours la meilleure de la classe. L'année est de la fuite, dit-elle, Annie. Mes sœurs et moi sommes en vacances chez ma grand-mère. C'est la joie. Mais je ne me sens pas véritablement en joie. Aujourd'hui, je peux aisément utiliser ce terme pour qualifier mon état. Or, à l'époque, je me trouvais dans un état de mal-être profond. Je vais mourir car vous ne m'aimez pas, dit-elle, Annie. Pourquoi ces insultes incessantes? Pourquoi me rejetait-il en bloc? Je dois reconnaître que je recevais beaucoup d'amour dans mon cocon familial. Mais les réactions hostiles autour de moi enlevaient du poids aux belles attentions que l'on me prodiguait. Je restais sans réponse face aux questions que je me posais à l'âge de 11 ans. Tu ne peux pas y répondre, tu es jeune, tu ne sais pas. Ce n'est pas à toi de répondre, Annie. C'est aux autres de t'écouter, de comprendre, de t'expliquer ta situation. Quand la cloche a sonné, il a fallu s'aligner. J'étais effaré à l'idée de me trouver dans la classe. L'instituteur qui m'avait martyrisé l'année précédente, manque de bol. À la lecture des noms, je me rendis compte que le même schéma allait se reproduire. Imaginez cette situation. Imaginez cette situation. L'instituteur qui ne comprend rien. Il faut former les enseignants à comprendre effectivement la situation des personnes atteintes d'albinisme pour mieux les aider, etc. Portrait de famille. Mes parents étaient des parents aimants. Maman, la perle de mes mères. Mes sœurs et moi formions un groupe soudé dont la devise était « un pour tous, tous pour un ». Heureusement, heureusement, dis-je, heureusement. Chacun avait ses imperfections. Il aimait faire plaisir, donner sans limite au point de trop partager. Ce sont les parents de Annie. Je continue, je prends... l'école s'en est allée. Le secondaire est à ma porte. Elle a gravi. Elle a été résiliente. Elle s'est battue jusqu'à arriver effectivement en seconde, Annie. Un parcours intéressant. Je vais avoir la désert surpris de vivre le martyre, j'enverrai en vain un SOS pour exprimer ma détresse. Je vais réellement sombrer et finir pour faire le choix inconscient de m'autodétruire tant que je me sentirai désespéré. De nombreux professeurs m'avaient blessé et à chaque jour, chaque cours, l'appréhension me gagnait. J'étais écrasé de terreur. Les mots sont forts.
sont forts et violents. Faire route vers l'école tous les matins revenait à me rendre au supplice. Il me fallait fréquenter l'école. Je traînais la patte sur le chemin de l'offense perpétuelle. Ça fait mal d'entendre ça. Mon père n'avait pas réagi à l'aveu de mes problèmes de vue. Alors, à quoi bon en reparler? J'ai pris la décision de ne plus me plaindre, de continuer de me taire, de m'efforcer de vivre dans ce monde où le tabou était mon quotidien. L'adolescence en fleurs. Je me rebellais contre ce corps si beau et tellement pâle. On me trouvait belle puisque la culture voulait que naître blanche de parents noirs soit synonyme de rejet. Ce contraste incompris de tous me valait le martyre, mais la nature m'avait fait séduisante. Africaine blonde aux yeux verts, je fascinais néanmoins. Les gens m'insultaient comme si un dictat le leur était imposé. Quelle discordance! Oui, un paradoxe, un paradoxe, un paradoxe. Et dans l'inconscient des gens, ils n'arrivent pas à comprendre ces choses-là. C'est terrible, cette situation que vivent effectivement nos frères et sœurs atteints d'albinisme. Et il faut en parler. Et Annie nous le dit avec force. Je suis plus que jamais à ma place. Je me confonds à la population européenne. C'est quand elle est venue en Occident où effectivement sa couleur collait effectivement à la couleur générale. De parents noirs qui donnent la vie à un enfant pâle, le fait est que je suis blanche et le mot albinisme est là pour donner un nom à cette dépigmentation. La classification des hommes en race n'a pas de sens. À y regarder de plus près, tous les noirs ne sont pas noirs. Et tu as raison, Ali. Merci de nous le rappeler encore, puisque les gens refusent de le comprendre. Le cocon de Ma, sa grand-mère. Oui, les grand-mères font toujours de bonnes choses. Au cœur de toute cette turbulence, j'avais ma grand-mère, Thérèse, que nous surnommions Ma. Elle était mon sanctuaire. Après, auprès d'elle, je me sentais protégé. Grand-maman me préparait comme toute personne avisée à mon futur rôle d'épouse modèle. Selon les normes africaines, une femme toujours active, bonne cuisinière, pourvoyeuse de nourriture et de surcroît cultivatrice. Ma m'a patiemment appris à planter du maïs et des haricots. Annie sait travailler. Ça veut dire que si on est une personne atteinte d'albinisme, mais on sait travailler, on sait se mettre au charbon. Donc elle a vécu tout ça, elle a eu cette préparation à la vie, à l'existence, pour devenir une personne adulte et vivre en commun et donner effectivement ce qu'elle sait faire. La vérité, c'est que ma peau me faisait souffrir. Quant à ma vue, elle n'allait guère mieux. Je distinguais mal les traverses, ce qui me valait un paquet de bobos à chaque fois. Oui, parce que comme on ne voit pas bien, la vision est brouillée, et effectivement, les obstacles. Mais aujourd'hui, on peut y pallier puisqu'effectivement, il y a des outils. Donner la vie. Après tant d'événements, je goûte enfin à la sérénité. Ma rencontre avec Pierre est pleine d'espoir. Nous partageons des moments d'exception puisque je tombe enceinte et tout change. Oui, on peut être amoureux. On a le droit aussi à l'amour. On a le droit à la maternité. On a droit à l'amour. Et d'ailleurs, comme je le disais, une amie me disait effectivement ce paradoxe. Les femmes atteintes d'albinisme en Afrique sont rejetées. Et ces Africains, quand ils sont en Europe, peuvent être fiers d'être au bras d'une femme albinos. On ne comprend pas ce paradoxe. Et pourquoi pas en Afrique, chez eux, où on devrait. Mais il faut être fort dans sa tête pour l'accepter. Mais les peu d'ensorts sociales font que non, il faut continuer à les rejeter. Il faut que la tradition soit là pour les malmener, les mettre à l'index. Et en Occident, on est content d'être avec elle. Donc, la maternité, la recherche d'identité, oui, parce qu'on est perdu. Quand les autres vous disent que vous n'existez pas, vous n'avez pas de sens, vous vous demandez qui suis-je? Qu'est-ce que ça signifie, albinos? Sur Internet, je tombe sur l'association Jeune Espoir, qui décrit l'albinisme. Une série de termes techniques explique la génétique de l'albinisme, la peau claire, la malvoyance, les formes d'albinisme. Je lis sans réellement comprendre.
Chez Jeune Espoir, on me dit qu'il n'y a pas en Belgique d'association où je pourrais obtenir des éclaircissements. Par contre, on me donne l'adresse de la Ligue Braille que je contacte dans la foulée. Il me faut comprendre. Au départ, je pensais qu'en ces lieux, j'allais trouver les réponses que je cherchais. Bien que Jeune Espoir m'ait dit que ce n'était pas là que je trouvais des informations, je me trouvais dans une quête absolue d'éclaircissement. La Ligue Braille m'indique qu'elle est un centre de formation pour aveugles et malvoyants et me propose de procéder à un test visuel. Oui, les centres Braille existent aussi en Afrique et c'est très intéressant puisqu'ils vont vous apprendre, comme je vous ai toujours dit, il faut un outillage adapté. À chaque handicap, un outillage adapté. On est dans la modernité et les progrès ont été nombreux dans divers domaines. Pour tout simplement, il faut s'adapter à l'handicap. L'handicap ne doit pas être un obstacle. Et en Occident, on essaye, vous le savez très bien, d'insérer les personnes atteintes d'un certain handicap dans le monde du travail en adaptant les outils à la personne. Et ils travaillent comme tout le monde. Comme tout le monde. Bien. Donc, une personne albinos peut travailler et a l'intelligence qu'il faut. Il faut seulement corriger avec des outils, la malvision, etc., etc., et au niveau de la santé aussi. Hein. La Renaissance. Je suis né en 2005. Cette affirmation vous paraît absurde. Vous comprendrez, chers lecteurs, que cette année fut l'année de la découverte, de la guérison et surtout les débuts d'une vie riche, étonnante et passionnante. Enfin, je découvrais le bonheur et le sentiment de liberté. J'avais l'impression que des ailes me poussaient dans le dos. Je me sentais libre de tout. 20 ans plus tôt, j'ai découvert l'école sans l'écriture. Je rêvais de connaissances, mais je rencontrais l'horreur. J'admirais mon père et désirais acquérir les mots pour écrire des livres. À son exemple, subjugué par l'écrit, comme on l'est par l'inaccessible. Je finissais par abandonner mon rêve. À 25 ans, je suis loin d'imaginer que grâce aux mots, ma vie va prendre un détour que je n'aurais pu concevoir dans mes rêves les plus fous. En mai 2005, j'appelle la Ligue Braille et prends rendez-vous, le pas lourd, le cœur serré. Je me rends à l'entretien. L'objectif est de passer un test d'aptitude préalable à une formation de 2 ans. Le verdict tombe. Mon niveau est si bas qu'il me faut compter une année de remise à niveau. Suivre une préformation. Je me sens dépité. Oui, Annie est une résiliente. Elle veut savoir. Et elle va se donner les moyens parce que elle est bien née, même si les gens la rejettent. Ses parents l'ont aimée. Sa grand-mère a contribué à façonner son éducation pour qu'elle soit. Et ce caractère, elle l'a. Oui, elle va apprendre. Tel un enfant de 5 ans, j'ai fait ma première entrée à l'âge de 25 ans. On en a plein. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et je dis bravo. Le formateur était également un passionné de la langue française. Et chacun de mes cours avec lui, j'avais l'impression de vivre un échange spirituel. Oui, elle découvre. Et quand je vous dis que l'enseignant, le formateur, c'est extrêmement important pour tirer l'individu vers le haut. C'est tout ce que mon père m'a appris en tant qu'enseignant. C'est ce que j'essaye de faire aussi. Puisque vous ne le savez pas, j'essaye d'aider aussi ceux qui sont en difficulté. Et il y a plein de gens, plein d'enseignants à travers le monde qui essayent tout simplement de repérer dans la classe les enfants qui ont un potentiel mais qui ont un blocage. On essaye de les tirer vers le haut avec des techniques alternatives. Et il y en a plein. Je sais pourquoi. J'ai formé pendant 10 ans à l'UFM de Franche-Comté les futurs enseignants en leur disant il ne faut pas s'arrêter à la difficulté. Au contraire, c'est un challenge. C'est un challenge. Prendre un enfant en difficulté et l'amener à s'en sortir. Et comme le disait Socrate, tout individu est gros de quelque chose. Il faut, comme la sage-femme, apprendre à lui faire sortir ce qu'il sait déjà. C'est la pédagogie. Important. La blessure, beaucoup blessé. Comment être en phase avec quelqu'un quand tant de questions se bousculent en soi? Ce sont les questions de Annie. En 2009, Jacques en avait marre. On s'est séparés. Je mentirais en disant que j'en ai pas souffert. C'était son couple, oui. Le couple s'est cassé. Pourquoi mentir? Ma peau est blanche. Est-ce un crime? Mes parents sont noirs. Est-ce un péché? Non, Annie, pas du tout. Et ce n'est pas de ta faute. Ce sont les gens qui n'ont rien compris. Les sociétés ont véhiculé leur propre justification erronée. La société
doit effectivement, et ce sont les États, comme je l'ai toujours dit, qui doivent se battre pour expliquer et défendre la situation des personnes atteintes d'albinisme. Nous avons le droit et le devoir de protéger nos sœurs, d'expliquer effectivement, de déconstruire toutes ces idées farfelues sur ce sont des forces de bénédiction ou de malédiction, et les sacrifices humains que j'entends par-ci, par-là, ces violences barbares pour réussir dans la politique, etc. Et quand je dis, c'est les gouvernants qui doivent protéger, mais ceux-là même sont ceux qui demandent aux guérisseurs, aux tradipraticiens, de faire en sorte qu'ils réussissent. Et ces gens leur disent, pour réussir, il nous faut l'orteil d'un albinos, il nous faut telle chose d'un albinos, et voici comment les sacrifices humains ont commencé, etc. Donc ce sont les politiques qui doivent arrêter. Et il faut arrêter aussi tous ces gens-là qui contribuent, qui sont complices. Et d'ailleurs, l'Afrique s'est réveillée. Parce que je voyais dans un pays, quand on a commencé à parler effectivement des albinos, du vol, etc., des citoyens, quand ils voient quelque chose de louche, ils arrêtent la personne. Mais ils trouvent des albinos dans des cartons, dans des valises, etc., ou dans des sacs. Les gens payent pour qu'on aille chasser, je dis bien chasser des albinos. Envie de secouer le cocotier, dit Annie. Les 2 années de formation à la Ligue Braille touchent leur fin. Mon amie Sabrina m'annonce qu'elle a réussi le jury central, etc. Mes formateurs m'encouragent. Ils croient en mon potentiel. Ça, on est en Occident. En Afrique, les formateurs, les enseignants n'avaient pas aidé Annie. Et je le dis. Et depuis un certain temps, moi personnellement, comme j'accompagne beaucoup d'albinos à travers le monde, je dis à mes amis enseignants, dès que vous repérez, dès que dans votre classe il y a une personne atteinte d'albinisme, soyez plus vigilants. Et protégez-la et tirez-la vers le haut. Si vous avez besoin de matériel, nous pourrons vous aider. Je le fais dans ma discrétion. Et beaucoup de gens le font aussi, etc. J'ai un espoir à créer effectivement des loupes, des appareils, etc., qui sont adaptés, comme je vous ai dit, à l'handicap, et c'est extrêmement important. Rien n'est impossible, rien n'est jamais perdu d'avance. On a toujours le choix de se lamenter ou de se battre. C'est plus facile à dire aujourd'hui. Je ne jeterai pas la pierre à ceux qui n'osent pas. Tant de choses déterminent notre capacité à prendre des initiatives. Ce parcours universitaire ne fut pas aisé. Avec de mauvais yeux, rien n'est d'office simple. Toutefois, tout reste faisable. Mais oui, Annie, comme je vous l'ai dit, c'est une résiliente, c'est une battante. Hein, regardez-moi ça. Voilà, c'est un couronnement, mais qui vient de loin. Il ne faut pas juger l'individu là sur le fait. Il faut interroger le passé. Quel est son parcours? C'est pourquoi le parcours de vie est très important. Et on ne doit rien lâcher, on doit se battre. Dans ma nouvelle école, je prends l'initiative de rencontrer chaque enseignant et la direction pour leur parler de mes besoins spécifiques. Le temps a passé, j'ai mûri, j'ai grandi. J'en sais beaucoup plus sur moi et sur l'albinisme. Je n'ai plus peur, je n'ai plus honte, je suis fier de mon cheminement et de la personne que je suis devenue. Je m'exprime naturellement, sans pression, libéré de l'emprisonnement et du silence infligé par la communauté. Oui, bravo, Annie. Tu prends les devants. Elle va voir les enseignants pour expliquer. Et comme le dit Sénèque, comment juger quand on a compris? Quand les professeurs comprennent, ils sont à même effectivement de prendre le temps. C'est des pédagogues. Et je vous ai dit, c'est un challenge pour un bon enseignant. Comprendre son élève et le tirer vers le haut. Comprendre son envie de réussir et l'accompagner dans cela. Et bravo. Donc, prenez exemple. Si vous êtes en difficulté, parlez au professeur. C'est pourquoi, vous savez, en début d'année, il y a cette rencontre parents, professeurs, etc. Mais là, ce ne sont pas les parents, c'est Annie elle-même qui va voir les enseignants. Mais ça, c'est formidable. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Ce rythme de travail intense devient une habitude. Je suis devenu autodidacte à force de travailler seul. Beaucoup d'enseignants me disent, Annie, n'hésite pas. Si tu ne comprends pas quelque chose, viens. Dans cette nouvelle école, j'ai trouvé mon chemin, mon rythme et surtout gagné en maturité au niveau de la gestion du temps, l'organisation. La fin de la 2e et de la 3e année ont été plus exigeantes car je venais de décrocher un emploi. Voulant absolument me fixer professionnellement, j'avais combiné boulot et études. J'avoue que ces mois ont été difficiles et que mon corps s'en est ressenti. Oui,
Il faut travailler. Rien ne se gagne, rien ne tombe du ciel et il faut le comprendre. Elle vient de loin, mais son parcours est merveilleux. Ce jour-là, un ami me tendit, un journal à la une, un article sur le massacre des personnes atteintes d'albinisme. Ou qu'il ne vit que... Une seconde. Alors, hop là. La réalité m'était cruellement servie sur un macabre plateau. Le documentaire me bouleversa. On y voyait des mères pleurer leurs enfants décapités, des restes de chair humaine. C'est ce qu'on appelle les sacrifices humains. Oui, il y a eu une époque, effectivement, où à la télévision, les mass médias, effectivement, parlaient beaucoup de ces situations-là. Vous pouvez taper et vous verrez l'atrocité, les souffrances que vivent les personnes et les parents des enfants atteints d'albinisme. On oublie souvent les parents. Et des organisations internationales ou nationales étaient obligées de parquer les enfants pour les protéger des brigands, des voleurs. On payait les gens. Il y avait même des époques où effectivement on payait des parents pour leur dire débarrasse-toi de cet enfant qui est une pesanteur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais avec la pauvreté, il y a des parents qui cédaient. C'est triste, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. On est englué dans un système qu'il faut déconstruire, qu'il faut véritablement saper. Et c'est l'État qui peut le faire. Ce sont les États qui peuvent effectivement prendre le taureau par les cornes pour améliorer la situation des personnes atteintes d'albinisme. Comment pouvait-on en arriver là? Même pour réaliser un film d'horreur, il fallait pousser la réflexion assez loin pour accoucher d'un tel scénario. Or, il ne s'agit pas de fiction. Dans un mutisme absolu, un peuple observé et participer à l'extermination d'un groupe d'individus au nom de croyances. Comment pouvait-on rester bras croisés devant telle ignorance? Quelle déshumanisation! Je fus alarmé de remettre en question l'essence même de l'homme. Je ne pus me résoudre à conclure que l'homme était naturellement mauvais. Au fond de moi, je savais que le fardeau des coutumes est lourd, que la charge des traditions ôte la vie, que la valeur des mythes sème la perversion. Il fallait faire le tri dans les croyances et jeter aux oubliettes les mauvais usages. Oui, je disais que dans la transmission, c'est comme l'entonnoir. On brasse beaucoup. Et ce qui doit ressortir doit être l'essentiel et le meilleur. La tradition n'est pas toujours bonne. Il y a des mauvaises traditions. Et dans la transmission, on ne doit pas tout avaler. Il faut sélectionner et faire le tri. Et toute atteinte à une personne est mal. Et ça, il faut le dénoncer. À tous, j'ai crié ma révolte. Cela ne peut plus continuer. Savez-vous ce que signifie être rejeté, abusé physiquement et psychologiquement? Ma société m'avait volé mon enfance, mon adolescence et une partie de ma vie d'adulte. Maintenant, je voulais, main dans la main avec ma communauté, sacrifier ces superstitions nauséabondes et aider ces enfants à grandir sainement, permettre aux adultes de souffler enfin. Je choisis donc de ne pas rester en témoin inactif, de refuser l'inacceptable et pris le parti d'œuvrer pour un monde meilleur, tout au moins d'apporter ma pierre à l'édifice de la paix. J'ai commencé à parler de moi, de la véritable Annie, diantre. Je voulais qu'à travers mon histoire, les hommes se rendent compte à quel point le racisme est un fléau. Tout refus de la diversité est un acte raciste, dit Annie. Toute dénégation de la singularité humaine, de même que la volonté de rendre un groupe supérieur à un autre, est un acte raciste. Le besoin d'écarter ce qui est distinct de soi est raciste. L'acceptation de la différence et son parent, le respect de l'humain, ont encore du chemin à faire. Le tabou autour de l'albinisme peut trouver plusieurs explications. Quelques mois avant la création de mon association, après avoir vu ces scènes atroces, je suis allé voir ma voisine et amie Sarah. J'ai des choses à te dire, assieds-toi. D'un air inquiet, elle a pris place. Et je lui ai dit, je suis atteinte d'albinisme. Le sais-tu? Elle m'a répondu ne s'être jamais interrogée, car il n'y avait pas à se poser de questions. Elle ne le savait donc pas, et cela lui était égal. Tout doucement,
Les langues se délient. Nous parlons de l'albinisme, nous nous renseignons. C'est extrêmement important de délier les langues, de parler. Quel gâchis! En Afrique, l'origine de l'exclusion est clairement due au poids des croyances, tandis qu'en Europe, c'est l'ignorance qui en est la cause. C'est Annie qui nous apprend tout ça. Et on le savait aussi. Mais je lui remercie pour ça. Aujourd'hui, je me suis engagé en politique. J'ai la conviction que la cause de mes marginalités est des stigmatisés et doit être la prise à bras le corps. Je suis certaine que toute personne dispose d'un énorme potentiel. Il suffit de munir chacun des outils lui permettant d'avancer, comme je l'ai dit au préalable. Mon engagement doit donc s'étendre. De nouveau, une personne que je vénère va influencer mon choix. Mon père, j'ai toujours admiré son travail d'écrivain. Je rêvais de marcher dans ses pas. Oui, le modèle, le modèle. J'ai considéré que mon engagement pouvait être utile en 2010. Ceux qui n'y croyaient plus, ceux qui avaient le sentiment d'être des laissés pour compte, je voulais les encourager à réfléchir avec eux, apporter mon expérience personnelle pour montrer que rien n'est jamais perdu d'avance, m'engager en politique, cette fois de façon effective, etc. Oui, je vous l'ai dit à l'entame de mon propos ici. J'ai discouru sur les femmes pour qu'il y a encore tant à faire. Cette campagne m'a donné des ailes. J'avais le sentiment d'avoir vécu 30 ans cloîtré. Il est vrai que les horreurs liées à l'albinisme se déroulaient loin, mais cette marginalisation du fait de la couleur de peau, du handicap, de la religion et autres était présente partout à travers le monde. Oui, Annie a su tout simplement à travers son exemple comprendre que ces singularités existaient partout, comme je vous l'ai dit. Je vous ai donné l'exemple de l'enfant noir dans une communauté blanche, l'enfant blanc dans une communauté noire, etc., etc., etc. Hein? Ou bien celui qui appartient à une minorité religieuse par rapport à la majorité, etc., etc., va être plus ou moins rejeté ou banalisé, ou on va le piétiner. La victoire. 7 ans après avoir déchiffré mon premier mot entier, je me suis vu attribuer des prix de renommée nationale et internationale, saluant mon travail. Je lis un article de magazine Jeune Afrique intitulé « Ces albinos devenus des stars ». Et j'y figure, même si je ne me considère pas comme une star. Mais oui, Annie, tu es notre star, que tu le veuilles ou non. Annie, dis-toi que tu es une star. Tu as beaucoup fait pour la communauté. Tu as beaucoup fait pour le genre humain. Et tu dois continuer. Tu ne te bats pas que pour toi, mais tu as compris. Et ton expérience fait de toi une experte qui a le droit de parler. Te taire serait un crime. Et tu as combattu ce crime par la plume. Et la plume, tu en es arrivé au bout d'un chemin long, difficile, mais tu as réussi. Et c'est pourquoi je suis fier de toi. Et je te l'ai toujours dit, et chaque fois que j'écris sur toi, tu sens l'émotion qui m'habite. Et je ne cherche rien. Je n'ai besoin de rien. Mais l'humain est ce qui me fait courir. Et chaque fois que je vois que quelqu'un est blessé, le faible, chaque fois que je vois qu'il y a une discrimination, une injustice, je serai aux côtés de ces gens qui se battent pour leur dignité, pour leur existence. Ça, c'est mon caractère depuis longtemps. Ça fait plus de 35 ans. J'ai connu l'albinisme au Sénégal avec la fille de magistrat. Et je lui ai acheté de la crème. J'étais étudiant. Ma sœur, Fatou, me le rappelle toujours. Oui, tu as toujours été sensible à ces personnes. Et quand je suis venu en Europe, j'ai fait des conférences. J'ai accompagné des gens. Mariam Maïga de Compiègne, Adina Tanke avec sa belle exposition, etc., etc. SOS Albinos, cette belle chanson, cette belle chanson de notre ami, vraiment superbe, hein? SOS Albinos. Voilà, je vous trouverai ça. La victoire. Comment dire encore? Oui, je me retrouve aux côtés du chanteur Salif Keita que j'ai rencontré ultérieurement. Auprès de Swan Ross, le premier mannequin au monde atteint d'albinisme avec qui nous tissons une amitié. Amadou Tierno, j'aurai le privilège d'être en contact avec le ministre de la Communication. Oui, Annie commence à rencontrer des gens. Oui, elle parle.
Hein. J'enchaîne les interviews. Oui, il faut. Hein. Il faut que tu sois vu. Il faut que les gens comprennent qui tu es. Parce que c'est important, effectivement, à travers ce que tu as fait, que les gens commencent à comprendre. Et c'est quand Salif Keita parle, les gens l'écoutent. Maintenant, quand Annie parle, les gens l'écoutent aussi. Et c'est extrêmement important. L'association qui m'accompagne dans mes études supérieures, le Troisième œil, veut récompenser des personnes talentueuses et atteintes d'un handicap. C'est ainsi que sous les yeux de ma mère et de mes tantes, je reçois des mains du ministre des Affaires étrangères le prix du travail. Je suis ému, mon discours est applaudi, l'association applaudit. Oui, c'est du travail. Tu n'as rien eu, comment dire encore, en baissant les yeux ou en, comment dire encore, en ne faisant rien. Tu t'es battu. Tu t'es battu. Et ça, c'est important, Annie, et il faut le dire. Aujourd'hui, j'ai la tête haute, hors de l'eau. En 8 ans, je me suis tellement réalisé du point de vue personnel et j'ai tant accompli. Le savoir et l'instruction peuvent permettre d'écrire une nouvelle histoire meilleure. J'en suis la preuve vivante. Et je pense que tu dois écrire, Annie. Tu dois écrire, Annie. On attend le 2e livre, le 3e livre, le 4e, sur des sujets qui te passionneront, etc., etc. Mère d'une adolescente que j'ai élevée seule, je suis en dernière année de bachelier. Je préside l'association Écran Total et j'ai le plaisir d'occuper mes journées à travailler en tant que salarié dans ma commune de la capitale belge. J'ai été membre élu au bureau politique national de mon parti, etc., etc. Une biographie extrêmement intéressante. Des projets d'avenir, j'en ai en quantité. Au bout de mon récit se trouve l'espoir, car c'est ce que mes idéaux m'ont permis d'apporter. Lorsque je me contente de regarder le monde, ce que je vois me désole. Je ne comprends pas l'égoïsme, l'égoïste volonté de destruction de l'humain. Vraiment de belles paroles de sagesse, Dany. Je compte sur chacun pour qu'ensemble nous recréions une nouvelle histoire, celle d'un avenir meilleur pour les générations à venir. Je forme le vœu que la différence humaine ne soit pas un crime, mais la simple réalité de chaque existence. Comme l'a écrit Claude Lévi-Strauss, la diversité de cultures humaines ne doit pas nous inviter à une observation morcelante ou morcelée. Elle est moins fonction de l'isolement des groupes que des relations qui les unissent. Je pose un regard admirateur et respectueux sur les femmes, ces femmes qui, depuis la nuit des temps, ont été là auprès de leurs hommes et de leurs enfants, et qui, aujourd'hui, conjuguent leur présence attentive à une émancipation professionnelle. Bravo à ces femmes qui, à l'instar de ma mère, ont été pointées du doigt à cause de la caractéristique particulière de leur enfant. Bravo à ces femmes qui essayent de trouver leur place dans le monde. Les femmes portent en elles le monde. Et hier, Annie, le 31 juillet, c'était la journée internationale des femmes africaines. JIDA. Et l'UNESCO a trouvé cette date-là. Et je vois que tu étais bien épanouie aussi, que tu étais contente d'être là. Hein? Et il y avait une excellente photo de Annie d'ailleurs. Je vous montre ici ce clip, cette photo. Voilà. SOS Albinos, une belle musique. Une très belle musique, une très belle musique. C'est quoi l'albinisme? Ça, vous le trouverez effectivement un peu partout, cette explication-là. Vous trouverez cette explication partout. Et ce qui est important de dire, c'est tout simplement que de dire que nous sommes des êtres humains et nous devons nous respecter. Nous devons agir ensemble, vivre ensemble dans le respect de nos diversités, de nos différences. Et voici Annie qui montre cette photo-là lors de la journée internationale de la femme africaine. Hein, une belle photo que j'ai beaucoup aimée. Voici Annie Mocteau. Écoutez, voici ce que je voulais vous dire aujourd'hui en vous présentant l'ouvrage de Annie Mocteau, Née blanche de parents noirs, un ouvrage de qualité, un ouvrage d'exception. J'ai tenté de vous trouver quelques extraits tout simplement parce que vous savez que choisir un extrait est toujours subjectif, mais c'est un plaisir pour moi d'avoir choisi les extraits là et qui effectivement expriment
qui ont du sens, parce que c'est l'enseignant, la place de l'enfant handicapé qu'on doit écouter, reconnaître pour mieux l'accompagner dans son évolution. Si on ne le fait pas, on n'a rien compris. Et la société aussi doit accompagner les personnes qui ont un handicap, etc., en créant des outils, en les accompagnant. Annie, merci beaucoup pour cet ouvrage et on t'attend au tournant parce que tu dois encore écrire et nous séduire avec cette belle plume que tu as maintenant. Je vois que tu cites Claude Lévi-Strauss, que tu cites tous ces grands de la pensée et c'est tant mieux et je te remercie beaucoup. J'ai lu cet ouvrage combien de fois, je ne sais pas. Combien de fois je l'ai lu, tellement c'est beau, tellement c'est bien écrit. Tu t'es dévoilé, mais pour la bonne cause. Tu t'es mis à nu, mais pour la bonne cause. Et c'est pourquoi quand je te vois danser, quand je te vois épanoui, rire, je te dis, vas-y, fonce. Fonce. Et quand tu joues, quand tu t'épanouis et quand tu souris, le monde sourit. Le monde sourit. Mais derrière ce sourire, il y a eu tout un trépalium, tout un parcours, tout un cheminement respectable. Et Annie, je suis convaincu que nous voguerons ensemble et tu nous feras découvrir encore de belles choses. Parce que la vie est faite de belles choses si on sait écouter, tendre la main, partager, être solidaire, être humain. Et comme le dit la charte du Mandé, toute vie est une vie. Et ça, nous ne devons jamais, je dis bien jamais, l'oublier. Toute vie est une vie. Et ça, nous ne devons jamais, jamais l'oublier. Voici Annie Mocteau. Je termine là et je vous dis, chers amis, abonnez-vous à ma chaîne, partagez. Les sujets que j'aborde sont toujours des sujets humains, de la philosophie, de l'interculturalité, de la parentalité, les exclusions, voilà, le biculturalisme, le bilinguisme, etc., etc., parce que je veux tout simplement que la diversité ne soit pas un obstacle, mais une condition pour nous réaliser tous ensemble. De cette diversité, nous pouvons faire un. Voilà. Et continuons à nous battre, continuons à nous aimer, continuons à nous sourire, à nous rire, à nous donner du sens. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir pris la peine effectivement de lire, de partager cette expérience de Annie Mocteau, une Belge, une fille noire, une fille née blanche de parents noirs, ce qu'on appelle un albinos, mais qui, à force de résilience, s'est battue pour arriver là où elle est arrivée aujourd'hui. Et personne ne pourra dire qu'elle a triché. Elle s'est battue et battez-vous. Quiconque se bat réussira. Parce qu'effectivement, vous rencontrerez dans votre vie des gens sympas, des gens qui ont du cœur, des gens qui ont de l'humanité en eux. Et ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Il y aura toujours un ange gardien, comme on dit, un ange gardien quelque part, qui va vouloir effectivement vous accompagner, Et vraiment, j'ai vraiment plaisir, je ne le cache pas, j'ai vraiment plaisir à faire cette vidéo. Nous avons fait une grande rencontre récemment et il y avait Annie et d'autres personnes, Judith et d'autres personnes en France et à l'international pour parler effectivement de l'albinisme et de l'inclusion, c'était la journée internationale, je pense, pour les albinos et c'était important effectivement d'en parler et c'était l'inclusion. Inclusion, c'est-à-dire qu'il faut inclure les personnes atteintes d'albinisme comme toutes les personnes avec un handicap dans tout ce que nous faisons parce que nous n'avons pas les marginalisés. Les marginalisés est affreux, les marginalisés est injuste et inhumain et nous devons être des humains. Toute vie est une vie, comme on le dit dans la charte du Mandé, la première déclaration des droits de l'homme africain. Voilà, Annie Mocteau, la belle Annie Mocteau, toujours souriante, gentille, voilà, toujours souriante, gentille, qui vient de loin, mais qui a, je dirais, réussi, parce qu'elle s'est battue. Elle s'est battue. Annie, merci encore, merci. Chers amis, partagez cette vidéo, faites-en des outils de travail, et c'est comme ça que nous pourrons lutter contre l'ignorance, contre les obscurantismes, et pour aider
nos sœurs et frères. Et aussi, nous pensons aux parents d'enfants qui ont l'albinisme, parce qu'on les oublie souvent et on ne doit pas les oublier. Partagez la vidéo, suivez-moi sur ma chaîne YouTube Pape Bakary Sissoko. Je suis philosophe et formateur interculturel en France, je suis sénégalais d'origine et tout ce qui m'anime, c'est tout simplement le vivre ensemble, aider chacun, donner le coup de pouce à chacun pour qu'on se réalise, pour qu'on comprenne, parce que l'ignorance est la mère de tous les vices et il faut apprendre à connaître si nous voulons avancer. Hein. Si nous voulons avancer. Annie Mocteau, née blanche de parents noirs, et il est le 13 juin est la journée internationale des personnes atteintes d'albinisme. Hein. Il faut les défendre, les protéger, et c'est comme ça que nous pourrons arriver dans notre vie. Partagez, merci beaucoup.